Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre bureau à Manhattan à 9 h du matin. À 10 h, vous déjeunez à Londres. Pas dans 7 heures à bord d'un avion exigu, en 55 minutes, filant à travers un tube sous l'océan Atlantique à 1200 km/h. Voici la promesse à 20 milliards de dollars d'Elon Musk. L'Hyperloop, un système de transport si rapide qu'il pourrait rendre tous les avions de la planète obsolètes du jour au lendemain. L'Hyperloop atteint 1200 km/h. Musk ne promet pas seulement des voyages plus rapides, il promet de réécrire la physique du déplacement humain. Mais voici la question qui hante les ingénieurs depuis une décennie. Ce rêve peut-il survivre à la réalité ou n'est-ce qu'un autre fantasme de la Silicon Valley brûlant des milliards de dollars? Août 2013, Elon Musk publie un document de 58 pages qui fait exploser Internet. Il s'appelle Hyperloop Alpha. Ce n'est pas un lancement de produit ni l'annonce d'une entreprise. Un livre blanc qui se lit comme un plan directeur pour le futur. L'idée semble trompeusement simple. Prenez un tube, retirez la majeure partie de l'air pour créer un quasi-vide. Faites flotter des capsules de passagers sur des coussins magnétiques. Propulsez-les à travers ce tube à la vitesse d'un avion. Le résultat? Un transport terrestre plus rapide que l'avion. La première proposition de Musk était modeste selon ses critères, San Francisco à Los Angeles en 35 minutes. Le même trajet prend 6 heures en voiture, 1 heure et 20 minutes en avion, si l'on compte le temps passé à l'aéroport. Le Hyperloop ne coûterait aux passagers que 20 $ par billet. Mais voici ce que Musk ne vous a pas dit sur le vrai prix à payer. Alors qu'il affirmait que ce système révolutionnaire pourrait être construit pour 20 milliards de dollars, des experts en transport qui ont étudié les défis techniques estiment que le coût réel se situerait entre 100 milliards et 20 et 1 000 milliards de dollars. Ce n'est pas une faute de frappe. 1000 milliards avec un monsieur. Laissez-moi vous donner une idée de ce que cela représente. Imaginez que vous montez dans une capsule élégante qui semble tout droit sortie d'un vaisseau spatial. La capsule glisse dans un tube d'acier plus large qu'un tunnel de métro. Vous ressentez une légère poussée, alors que des moteurs électromagnétiques vous propulsent en douceur à 300, 600, puis 1200 km à l'heure. Aucune turbulence, aucun bruit, juste la sensation de glisser dans l'espace. Les stations seraient de véritables prouesses architecturales. Imaginez le minimalisme d'un Apple Store mêlé à la salle de contrôle d'une mission de la NASA. Les passagers arriveraient seulement quelques minutes avant le départ, car il n'y aurait ni contrôle de sécurité théâtrale, ni fouille des bagages, ni terminaux exigus. Vous entrez dans votre capsule et vous êtes déjà en mouvement. Mais Musk a fait quelque chose d'inédit. Au lieu de garder cette technologie enfermée derrière des portes d'entreprise, il l'a rendue open source, gratuite pour que quiconque puisse la construire, l'améliorer ou rivaliser avec elle. Son raisonnement était brillant. Si quelqu'un peut construire cela mieux et plus vite que moi, c'est le monde qui gagne. La réaction a été fulgurante. En quelques mois, des centaines de startups se sont inscrites pour poursuivre le rêve Hyperloop. Les universités ont lancé des programmes de recherche. Des ingénieurs qui avaient passé leur carrière à rendre les voitures plus rapides ont soudain vu l'opportunité de réinventer le transport humain depuis zéro. Les chiffres avancés étaient vertigineux. Un réseau Hyperloop reliant les grandes villes américaines pourrait générer des centaines de milliards d'activités économiques. La valeur des biens immobiliers allait exploser dans les petites villes, soudainement reliées aux grands bassins d'emploi. Les compagnies aériennes devraient complètement repenser leurs modèles économiques. Mais le plus grisant, ce n'était pas l'argent, c'était le défi d'ingénierie. Il ne s'agissait pas simplement de start-up cherchant à créer une nouvelle application ou un réseau social. C'étaient des équipes qui tentaient de résoudre des problèmes jamais résolus auparavant. Ce qui s'est passé ensuite relevait de la pure magie de la Silicon Valley, celle qui transforme des fichiers PDF en industrie valant des milliards du jour au lendemain. Richard Branson, le milliardaire à l'origine de Virgin Airlines, Virgin Galactic et de tout ce qui porte le nom Virgin, a lu le livre blanc sur l'Hyperloop et a pris une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des transports. Virgin allait construire ce projet. Ils se sont associés à Hyperloop One, une start-up qui avait levé plus de 400 millions de dollars auprès d'investisseurs misant sur la vision de Musk. Soudain, ce n'était plus seulement l'idée folle d'Elon. C'était une entreprise légitime, soutenue par de gros moyens financiers. SpaceX, la société de fusée de Musk, a annoncé la Hyperloop Pod Competition. Ils ont construit une piste d'essai à leur siège et ont invité des équipes d'ingénieurs du monde entier à concourir. MIT, Stanford, des universités d'Allemagne, du Canada et de dizaines d'autres pays ont envoyé leurs esprits les plus brillants en Californie avec des prototypes ressemblant à de mini-vaisseaux spatiaux. La couverture médiatique était enivrante. CNN l'a qualifié de 5e mode de transport. La BBC l'a comparé à l'invention de l'avion. Les journalistes spécialisés dans la tech écrivaient des articles exaltés sur la fin de l'aviation telle que nous la connaissons. Les investissements affluaient comme de l'eau. Hyperloop Transportation Technology a levé des fonds. Transpod au Canada a obtenu des financements. Hyperloop TT a signé des accords avec des gouvernements. Tout le monde voulait sa part du gâteau parce que chacun entrevoyait le même avenir, un monde où la géographie n'aurait plus d'importance. Les chiffres avancés donnaient le vertige. Un réseau Hyperloop reliant les grandes villes américaines pourrait générer des centaines de milliards d'activités économiques.
La valeur des biens immobiliers exploserait dans les petites villes, soudainement reliées aux grands bassins d'emploi. Les compagnies aériennes devraient complètement repenser leurs modèles économiques. Mais le plus grisant, ce n'était pas l'argent, c'était le défi d'ingénierie. Il ne s'agissait pas simplement de start-up cherchant à lancer une nouvelle application ou un réseau social. C'étaient des équipes qui tentèrent de résoudre des problèmes jamais résolus auparavant. Comment maintenir le vide dans un tube qui traverse des continents? Comment faire léviter une capsule de passagers à des vitesses supersoniques? Comment le rendre suffisamment sûr pour que les gouvernements l'approuvent? L'Hyperloop était devenu plus qu'une technologie de transport. C'était devenu un symbole de l'ambition humaine, la preuve que nous pouvions encore réaliser l'impossible. Puis la physique est venue s'inviter à la fête. Les premières fissures sont apparues dans l'hypothèse la plus fondamentale, le tube lui-même. Maintenir un quasi-vide dans un tube reliant New York à Londres n'a rien à voir avec la création d'un vide en laboratoire. Nous parlons d'un tube de 5500 km de long, posé sur le fond de l'océan, devant faire face aux variations de température, à la pression de l'eau de mer et aux mouvements géologiques. Chaque joint, chaque raccord, chaque mètre de ce tube devrait être parfait. La moindre fuite pourrait créer des ondes de pression catastrophiques se propageant à la vitesse du son. Imaginez une capsule de passagers percutant ce mur de pression à 1200 km/h. Les défis de sécurité se sont multipliés de façon exponentielle. Dans un avion, si quelque chose tourne mal, les pilotes disposent de plusieurs minutes pour réagir et de nombreux systèmes de secours. Dans une capsule Hyperloop filant à toute allure dans un tube sous vide, les passagers n'auraient que quelques secondes avant la catastrophe. Des arrêts d'urgence à des vitesses supersoniques sont potentiellement mortels. Puis est apparu le problème du confort des passagers. Les passagers des avions se plaignent des turbulences à 35 000 pieds d'altitude. Imaginez maintenant subir des forces G dans une capsule confinée voyageant plus vite que la plupart des avions de chasse, sans fenêtre, sans issue de secours et sans pilote. Mais le véritable signal d'alarme est venu du côté des affaires. Hyperloop One, l'entreprise censée prouver que cette technologie fonctionnait, a commencé à brûler de l'argent à un rythme inquiétant. Malgré plus de 400 millions de dollars levés, ils n'ont pas pu tenir leur promesse la plus élémentaire, un système opérationnel capable de transporter des passagers aux vitesses annoncées. Leur premier test majeur devait être un triomphe. Au lieu de cela, ce fut un retour brutal à la réalité. Malgré tout le battage autour des vitesses de 1200 km/h, aucun prototype d'Hyperloop n'a jamais transporté de passagers à plus de 500 km/h. La plupart des tests n'ont même atteint qu'une fraction de cette vitesse. La dure réalité, après une décennie de développement et des milliards investis, il n'existe toujours pas un seul système Hyperloop commercial pour passagers en fonctionnement, nulle part dans le monde. Pas un seul. Le récit médiatique a commencé à changer. Les articles qui célébraient autrefois une révolution dans les transports ont commencé à poser des questions dérangeantes. Où étaient les passagers? Où étaient les vitesses promises? Où était la révolution? Les investissements ont commencé à se tarir. Les contrats gouvernementaux qui semblaient inévitables ont commencé à disparaître. Les villes qui avaient signé des accords préliminaires ont commencé à douter de l'opportunité de miser leur avenir en matière de transport sur une technologie non éprouvée. En 2022, le coup le plus dur est arrivé. Virgin Hyperloop, l'entreprise censée concrétiser la vision de Musk, a annoncé qu'elle licenciait la moitié de son personnel et abandonnait le transport de passagers. Ils allaient en se concentrer sur le fret à la place. Le rêve de voir des humains voyager à la vitesse d'un avion au sol était officiellement sous assistance respiratoire. Une décennie de battage médiatique, des milliards de dollars investis, des milliers d'ingénieurs travaillant sur le problème. Et le résultat? Aucun système de transport de passagers opérationnel, aucune ligne commerciale, aucune révolution. L'Hyperloop était devenu une étude de cas sur l'écart entre les promesses de la Silicon Valley et la réalité de l'ingénierie. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Alors que les entreprises américaines peinaient à construire des prototypes d'Hyperloop, d'autres pays faisaient déjà voyager des gens à des vitesses incroyables grâce à une technologie différente. Prenez le train Maglev de Shanghai, en Chine. Il est en service depuis 2004, transportant des passagers à 430 et 1 km/h chaque jour. Pas de tube sous vide. Aucune percée révolutionnaire. Juste une technologie de lévitation magnétique qui fonctionne, prouvée par des millions de trajets de passagers. Le trajet est fluide, silencieux et sûr. Les passagers montent à bord normalement, s'assoient dans des sièges confortables avec des fenêtres et vivent des vitesses qui auraient été impensables il y a seulement quelques décennies. Le trajet de 30 km entre l'aéroport de Shanghai et le centre-ville prend 8 minutes. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Il développe la prochaine génération de technologie Maglev, visant des vitesses de 600 km/h. Ce ne sont toujours pas des vitesses Hyperloop, mais c'est assez rapide pour concurrencer les vols court courrier et suffisamment éprouvé pour que les gouvernements le construisent réellement. Le Japon adopte une approche différente avec sa ligne Chuo Shinkansen. Ce train à lévitation magnétique reliera Tokyo et Osaka à 505 km/h lors de son ouverture en 2027. L'ingénierie est conservatrice, mais infaillible. Ils ne promettent pas de révolutionner les transports. Ils construisent méthodiquement le système ferroviaire pour passagers le plus rapide au monde. Pendant ce temps,
Au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis investissent des centaines de milliards dans des corridors de transport futuristes, mais ils ne misent pas sur la technologie Hyperloop non éprouvée. Ils construisent des réseaux ferroviaires à grande vitesse en utilisant des systèmes éprouvés et fiables, capables de transporter réellement des millions de personnes en toute sécurité. Cela révèle le problème fondamental de l'approche Hyperloop. Alors que les entrepreneurs américains poursuivaient des percées en physique, d'autres pays amélioraient la technologie existante pour obtenir des résultats remarquables. La course mondiale à la vitesse ne concerne plus seulement l'ingénierie. Il s'agit désormais de savoir quelle approche l'emportera, les bons révolutionnaires ou les améliorations progressives, les promesses de la Silicon Valley ou l'exécution asiatique, les percées théoriques ou les solutions pratiques. Et pour l'instant, le tableau d'affichage montre un vainqueur évident. Les pays qui développent des versions améliorées de technologies existantes transportent déjà des passagers à des vitesses incroyables. Les entreprises qui poursuivent des percées révolutionnaires en sont encore à construire des prototypes. Alors, le rêve Hyperloop est-il mort? Pas exactement. Malgré le retrait de Virgin Hyperloop du transport de passagers, d'autres entreprises poursuivent encore la vision de Musk. Transpod, au Canada, affirme qu'ils sont proches d'atteindre des vitesses révolutionnaires. Hyperloop TT continue de signer des accords avec des gouvernements prêts à parier sur la technologie. Même la Chine, le pays qui domine le train à grande vitesse pratique, mène des recherches sur le transport par tube sous vide. La physique n'a pas changé, mais l'ingénierie pourrait bien rattraper son retard. De nouveaux matériaux, de meilleurs systèmes de vide et des avancées en lévitation magnétique pourraient résoudre des problèmes qui semblaient impossibles il y a 10 ans. Mais voici la vraie question. Est-ce que cela a vraiment de l'importance? Si le maglev de nouvelle génération en Chine atteint 600 km/h et que les trains japonais roulent à 505 km/h et que les deux systèmes peuvent être construits avec une technologie éprouvée, avons-nous vraiment besoin des 1200 km/h théoriques de l'Hyperloop? La réponse dépend de ce que vous cherchez à optimiser. Si vous voulez transporter des millions de personnes en toute sécurité et efficacement, la technologie éprouvée l'emporte. Si vous voulez réinventer fondamentalement la façon dont les humains perçoivent la distance et le temps, il vous faut des avancées révolutionnaires. Le génie de Musk n'était pas seulement technique, il était aussi psychologique. Il a fait croire au monde que les vitesses de transport actuelles n'étaient pas suffisantes, que nous devrions exiger mieux, que l'impossible n'était qu'un problème d'ingénierie en attente d'être résolu. La course mondiale à la vitesse ne ralentit pas. La Chine développe des trains à 600 km/h. Le Japon perfectionne la lévitation magnétique. Les pays européens connectent leurs réseaux à grande vitesse. Le Moyen-Orient construit des systèmes de transport qui définiront le prochain siècle. Et quelque part dans un centre de recherche, des ingénieurs travaillent encore sur ce rêve impossible, faire voyager les humains plus vite que les avions, plus près du sol, dans des tubes qui traversent les continents. La course à la vitesse ne s'arrête jamais. Elle ne fait qu'accélérer. En parlant d'ingénierie impossible, la Chine vient de construire quelque chose d'encore plus fou, un ascenseur à bateau qui transporte des navires de 3000 tonnes tout droit au sommet d'une montagne. Oui, vous avez bien entendu. Des bateaux qui montent des montagnes. Cliquez ici pour voir comment ils ont réellement réussi cet exploit. Croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux.